Merci, bonjour, bonsoir. Oui, donc je suis démographe, je travaille sur les questions de développement depuis assez longtemps et sur les questions d'environnement en particulier, enfin sur l'articulation population, environnement, développement, de manière assez générale. Et puis j'ai un travail plus spécifique de terrain en Inde. Je travaille pas mal en Inde, où les questions démographiques se posent quand même de manière importante. Alors, je vais démarrer directement, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, la question à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est de savoir si la montée des migrations environnementales est une fatalité. On entend de plus en plus souvent parler de migration environnementale. L'actualité récente liée à des ouragans de la saison cyclonique dans les Caraïbes, avec 8 ouragans dont 5 majeurs, relance l'idée d'une menace du changement climatique qui se traduirait bien sûr par la montée des eaux, mais aussi par une fréquence plus grande des catastrophes naturelles et une intensité plus grande. Alors en fait c'est en débat, il n'y a pas d'accord réel sur le fait de savoir si les cyclones sont plus fréquents aujourd'hui parce que du fait du réchauffement climatique, il n'y a pas assez de recul par rapport au phénomène. De toute manière, ce sont des régions qui sont quand même habituées aux cyclones. Cette année semble un peu particulière par l'accumulation. Mais en fait, quand on reprend une perspective historique, moi je connais mieux la baie du Bengale que les Caraïbes, mais on voit que simplement les événements sont plus ou moins médiatisés, mais que les populations subissent très fréquemment des événements extrêmes comme les cyclones. Alors, face à un cyclone comme celui qui est passé, donc Irma, la question qui se pose pour les gens, c'est de savoir s'il faut partir ou rester. Et sur cette question, en fait, la réponse, disons, médiatique classique, c'est de dire il y a une transformation de l'environnement et les gens partent, c'est l'adaptation la plus naturelle à cette transformation, le fait de partir. En fait, c'est pas si simple que ça, les gens partent pas forcément de gaieté de cœur, et même quand les événements sont majeurs, comme là, par rapport à Saint-Martin, par exemple, il y a eu énormément de destruction, les gens ne partent pas forcément. Et je vais montrer un peu différentes situations qui font apparaître différentes situations où les gens sont confrontés à ce dilemme entre partir et rester. Récemment, lors de l'élection présidentielle, alors qu'il venait d'obtenir le soutien de l'Europe Écologie Nouvelle, Benoît Hamon a dit en 2050, il y aura 1 milliard de personnes déplacées, selon les perspectives courantes, notamment des Nations Unies. En fait, si on regarde ce que ça représenterait, à l'horizon 2050, la population mondiale devrait être à peu près autour de 10 milliards d'habitants. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a 10% de la population mondiale qui serait constituée de personnes déplacées en 2050, donc un horizon relativement rapproché. En fait, ces données font partie des choses qui circulent aujourd'hui. On parle de réchauffement climatique, on parle de déplacement de population, etc., sans vraiment dire de quoi il s'agit et sans vraiment regarder des situations concrètes, avec l'idée que, bon, c'est vrai qu'on aborde souvent les questions démographiques avec une vision assez catastrophiste, et on semble considérer que cette évolution est inéluctable. Alors, cette histoire des liens entre migration et environnement semble commencer en 1995 avec la publication d'un rapport d'un biologiste écologue, Norman Myers et Jennifer Kent, qui ont qui ont présenté ou introduit plutôt le concept de réfugiés environnementaux. Dans leur rapport, ils disent qu'il y a un nombre en augmentation très rapide de personnes qui ne peuvent plus bénéficier de moyens d'existence sûrs dans leur pays natal,
à cause de la sécheresse, de l'érosion des sols, de la désertification, de la déforestation et d'autres problèmes environnementaux. Dans leur désespoir, ces réfugiés environnementaux, donc c'est la première fois que ce terme apparaît, comme ils en viennent de plus en plus à être connus, et comme ils sont désignés dans ce rapport, sentent qu'ils n'ont d'autre alternative que de chercher refuge ailleurs, aussi hasardeuse que puisse être cette tentative. Tous n'ont pas quitté leur pays, beaucoup s'étant déplacés à l'intérieur de celui-ci, mais tous ont quitté leur lieu d'origine sur une base semi-permanente, si ce n'est permanente, avec peu d'espoir d'un retour prévisible. Et cet homme, Myers, a donné des estimations chiffrées du nombre de réfugiés environnementaux. Pour l'année 1995, il a estimé ce nombre à 25 millions en disant qu'il était vraisemblable que ce nombre doublerait d'ici 2010. Alors ce chiffre de 25 millions, donc c'était en 1995, a été réutilisé régulièrement jusqu'à aujourd'hui quasiment. Et quand on parlait du nombre de réfugiés environnementaux, on disait 25 millions. Donc c'était ce chiffre dont on ne sait pas trop d'où il vient, mais qui permet, puisque quand on a quelque chose de chiffré, ça permet de dire que c'est plus vrai. Et donc ce chiffre est utilisé par tout le monde sans que les gens sachent nécessairement d'où ce chiffre vient. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est d'abord de savoir si c'est un phénomène nouveau. Si on remonte à des temps vraiment anciens, Homo erectus, selon le préhistorien Henri de Lumley, 2 générations successives n'habitaient pas au même endroit. Il y avait en moyenne une 60aine de kilomètres entre 2 générations successives. Et au cours des millénaires, les hominidés sont passés d'un continent à l'autre. À l'ère quaternaire, les déplacements furent nombreux, du fait que le niveau de la mer est différent aujourd'hui, qu'il y a une continuité entre continents. Et selon Pascal Pic, du Collège de France, les hommes préhistoriques sont depuis plus d'1 million d'années des espèces capables d'aller dans tous les écosystèmes, à pied, évidemment poussés par les variations climatiques et les changements de communautés écologiques. Mais ils traversent les communautés écologiques, et ça c'est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans un endroit, dans un écosystème, ils peuvent passer d'un écosystème à un autre. Et en fait, on voit déjà les variations climatiques qui sont mises en cause. Donc tout n'est pas nouveau sur cette question. Si on considère une période beaucoup plus récente, c'est celle du Dust Bowl aux États-Unis, au Canada et aux États-Unis, dans les années 1930. Donc ça a été ce Dust Bowl, traduit en français par bassin de poussière, ont été une série de tempêtes qui ont détruit les récoltes, érodé les sols, qui ont recouvert les habitations et le matériel. À ce moment-là, 3 millions de personnes à peu près ont migré, ont quitté, c'était des fermiers d'Oklahoma et d'Arkansas en partie, qui ont immigré vers la Californie. Donc on a vécu cet événement comme une sécheresse en cause, ainsi que les modes de culture, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et cet événement figure est à la base des raisins de la colère de John Steinbeck. Il écrit en particulier: sur ces entrefaites arriva la masse des expatriés attirés par le mirage de l'Ouest, du Kansas, de l'Oklahoma, du Texas, du Nouveau-Mexique, du Nevada et de l'Arkansas, par famille, par tribus entières. Ils s'amenèrent chassés par la poussière, chassés par les tracteurs. Donc par la poussière, c'est événement naturel, par les tracteurs, je reviendrai sur la question, c'est aussi intervention humaine. Mais donc on voit que ces phénomènes ne sont pas complètement nouveaux, enfin si tant est que le changement climatique soit nouveau, en tout cas on s'y intéressait moins qu'aujourd'hui. Donc ça c'est une image qui vous représente le Dust Bowl, donc la poussière de sable qui recouvrait les maisons, qui recouvrait toutes les champs et qui les rendait totalement inexploitables. Alors, on avait défini les réfugiés environnementaux. Après, on a parlé des réfugiés climatiques. Et les premiers réfugiés climatiques, ils seraient apparus en 2004, enfin disons leur entrée officielle sur la scène internationale date de 2004, au Vanuatu.
En fait, au Vanuatu, des villageois ont été obligés de déplacer leur village du fait de la montée des eaux. Et en fait, ils les ont déplacés de quelques centaines de mètres, mais c'est apparu comme un déplacement lié au changement climatique via la montée du niveau des eaux. Et cet événement a été médiatisé lors de la conférence de Montréal de 2005, qui était une COP, qui était la COP 11, où la notion de réfugié climatique a été popularisée très largement. En fait, cette élévation du niveau de l'eau, dans le cas particulier du Vanuatu, est liée pour la moitié, le niveau de la mer s'est élevé d'environ 30 cm, de 27 cm, parce qu'en fait, il y avait une observation entre 1997 et 2009 pour des raisons pour suivre les aspects sismiques. Et cette observation a permis de mettre en évidence le fait que sur l'élévation du niveau de la mer de 27 cm, 15 cm étaient liés à la montée des eaux et 12 cm à l'enfoncement de l'île en lien avec des mouvements co-sismiques. Donc en fait, c'est ce modèle de réfugiés climatiques ou de réfugiés environnementaux, mais de réfugiés climatiques plus particulièrement, qui sert un peu de référence dans la littérature ou dans la presse. Et quand on pense aux réfugiés climatiques, on pense aux îles d'Océanie où les populations vivent au niveau très proche du niveau de la mer, donc ils sont très sensibles à une évolution, à une montée des eaux. Et partant de cette situation, on extrapole à l'ensemble de la planète en disant ça se passera partout de la même manière et les populations subiront le même type d'événements un peu partout sur la planète. Et c'est là que les choses sont moins simples que ça. Alors, déjà, il faut regarder ce que signifie la pression environnementale. Ce qui va déclencher ou non un déplacement de population, une mobilité, c'est une pression environnementale qui peut s'effectuer sur le long terme avec la dégradation des sols, une moindre disponibilité des terres. À ce moment-là, les migrations sont plutôt progressives, elles s'effectuent au cours du temps. Une migration de moyen terme avec des crises de subsistance répétées, des sécheresses sévères. À ce moment-là, il y a une migration d'intensité plus forte, mais tout le monde ne peut pas partir, tout le monde n'est pas en capacité de partir. Et puis, il y a des pressions environnementales instantanées, comme dans le cas de tsunamis, de tremblements de terre, d'inondations majeures. À ce moment-là, on a des déplacements forcés, presque tout le monde part, mais en partie de manière temporaire. Donc les formes de mobilité, vous voyez, sont différentes selon la nature du changement environnemental en question. Alors, je voudrais m'arrêter quelques instants sur les mots. D'abord, on utilise beaucoup le terme de réfugié. Le terme de réfugié, en fait, il est défini juridiquement, et il renvoie à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et sur le protocole de 1967. Et le statut de réfugié est associé au franchissement d'une frontière. On passe d'un pays à un autre, et on est réfugié dans un autre pays. Dans la Convention de Genève, on n'est pas réfugié dans son propre pays. On peut être en situation très, très difficile, ça n'a rien à voir, mais on n'aura pas le statut de réfugié. Et quand on utilise l'expression de migration écologique ou migration environnementale, on l'aide, enfin de réfugié écologiques ou réfugiés environnementaux, on laisse entendre qu'il y a un statut alors qu'il n'y a aucun statut de personnes qui sont déplacées pour des raisons environnementales. Elles n'ont aucun droit, alors que des réfugiés politiques ont des droits. Quand on parle de migration écologique ou migration environnementale, on laisse entendre que la cause première de la mobilité, ou éventuellement la cause unique, est une cause environnementale liée au changement environnemental. Alors on oppose à une cause politique ou à une cause économique ou à une guerre. Mais déjà, séparer le changement environnemental du changement économique, ça peut être très difficile, surtout dans des économies rurales, agricoles. Des années de sécheresse, c'est un changement environnemental, mais ça va faire qu'on ne peut rien cultiver, que les gens vont en situation de pauvreté, et ce sera économique. Donc déjà, la partition entre ce qui est écologique et ce qui est économique peut être très difficile. Quand on parle de migration climatique, on laisse entendre que le changement climatique est la cause première ou unique de la mobilité.
Et enfin, quand on parle de personnes déplacées, on parle de déplacement de population, alors qui a changé d'ailleurs au passage. Autrefois, on parlait de déplacement de population, plutôt des déplacements forcés dans des régimes autoritaires. Aujourd'hui, déplacement de population, c'est plutôt une forme de migration. Mais en réalité, quand les personnes se déplacent, elles peuvent parcourir des distances très différentes. Elles peuvent se déplacer sur d'un kilomètre, ou elles peuvent partir sur un autre continent, et où elles peuvent partir et revenir. Un organisme norvégien qui collationne en fait toutes les informations concernant les catastrophes et les conflits donne des estimations du nombre de déplacements associés donc à des conflits, autour de 9 millions, et associés à des désastres, avec une conception assez large des désastres, et qui estiment que le nombre des personnes déplacées au cours de l'année 2015 était autour de 19 millions, avec une population qui vit hors de son lieu d'origine estimée à 41 millions dans le cas des conflits, et une ignorance dans le cas des désastres, parce que justement les gens se déplacent, mais on ne sait pas ce qu'ils font après, on ne sait pas s'ils reviennent. Dans le cas de conflits, il y a des camps en général qui sont organisés, les gens restent plus longtemps. Dans le cas des déplacements environnementaux, c'est très difficile à suivre. Alors, ces données n'ont plus de valeur indicative, évidemment, puisque c'est un peu tout ce que j'essaie de montrer, que c'est extrêmement difficile de chiffrer. Il peut y avoir un événement, et là on le voit sur l'année 2015, donc ça ce sont les déplacements de l'année 2015 qui ne sont pas liés à des situations de conflit. Donc là par exemple vous avez eu 2 600 000 personnes qui se sont déplacées au Népal avec le tremblement de terre, 1 800 000 personnes qui se sont déplacées dans les États d'Andhra Pradesh et du Tamil Nadu en Inde, 1 600 000 personnes qui se sont déplacées avec les inondations liées à la mousson en Birmanie, etc., etc. Donc vous voyez le nombre. Alors évidemment ce sont des pays où les populations sont nombreuses, et donc vous voyez c'est l'importance de ces déplacements de population. En jaune, c'est lié à des phénomènes géophysiques, et en bleu, c'est lié au temps atmosphérique, donc principalement des inondations et des sécheresses. Alors là, au passage, j'attire votre attention sur le fait qu'on a deux visions un peu de ces déplacements. Dans la partie haute du graphique, ce sont des déplacements mesurés en termes de nombre absolu, c'est-à-dire de l'importance des populations qui se sont déplacées. Et dans la partie basse du graphique, ce sont des déplacements relatifs, c'est-à-dire rapportés à 100 000 habitants. Et vous voyez par exemple quelques cyclones PAM au Tuvalu, la moitié de la population s'est déplacée. Au Vanuatu, le quart de la population s'est déplacée. Donc le phénomène, suivant qu'on l'observe en nombre absolu ou en nombre relatif, donne une impression différente. Évidemment, quand on est dans des très grands pays, comme c'est en Inde, très vite les chiffres montent considérablement, parce que les populations sont nombreuses et sont denses. Mais quand on s'intéresse à des plus petits pays, le phénomène peut être très marquant, puisque la moitié de la population, dans le cas de Tuvalu, a été concernée par le cyclone et s'est déplacée du fait du cyclone. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi garder à l'esprit, l'ampleur des phénomènes selon les pays. Alors pourquoi s'attend-on à une montée des migrations climatiques? Les raisons, c'est le changement climatique évidemment et la montée du niveau des eaux, et c'est le changement climatique et l'aggravation des catastrophes naturelles, aussi bien en fréquence qu'en intensité. Ce deuxième point n'étant pas vraiment avéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, on penche plutôt sur le fait de dire l'intensité serait plus liée au changement climatique, mais la fréquence pas nécessairement. Mais rien n'est fixé sur cette question. Disons que ça reste une éventualité. Vu du point de vue de la vulnérabilité des populations, les populations sont en beaucoup plus grand nombre du fait de la croissance démographique globale, et puis aussi du fait de la modification de la répartition spatiale de la population, en particulier en lien avec l'urbanisation.
Donc il y a un accroissement des densités de population qui fait que un nombre croissant de personnes sont en situation de vulnérabilité. La présence humaine, évidemment, est un élément d'une catastrophe qui se produit dans un endroit où personne ne vit, et ça passe inaperçu. Donc, que serait une catastrophe naturelle sans la présence des hommes qui la subissent et qui la disent? Parce qu'il faut qu'on la raconte aussi derrière. Aujourd'hui, évidemment, on est un peu blasé, si je peux dire, sur ce sujet, puisque dès que quelque chose se produit, l'ensemble de la planète y a accès. Mais les catastrophes du passé n'ont pas forcément toutes été connues. Et en tout cas, on n'a pas forcément non plus une mémoire complète. Alors, le changement climatique peut se traduire par des événements extrêmes différents. Donc, il y a une tendance au réchauffement, il y a une tendance à des températures extrêmes, tendance à l'assèchement, à des précipitations extrêmes, à des cyclones destructeurs, à des inondations, souvent liées d'ailleurs aux cyclones, à des ondes de tempête, liées aussi souvent aux cyclones. Ces événements, évidemment, vont solliciter les populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers le continuum, de manière différente, puisqu'il va y avoir des phénomènes qui sont relativement continus, et puis des phénomènes de canicule, par exemple, température extrême, comme ça a été le cas en Europe en 2003. Donc, phénomène à l'époque qu'on a eu du mal à identifier, qu'on a identifié qu'en cours de phénomène. Et c'est ce qui fait qu'il y a une mortalité non négligeable lors de la canicule de 2003, c'est que les autorités politiques et médicales ont mis un certain temps à réaliser ce qui se passait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avertis et donc on peut prendre des mesures. Les sécheresses dans la Corne de l'Afrique 2011, il y a une immense sécheresse. Là, c'est un phénomène qui en même temps s'inscrit dans une tendance longue de sécheresse, mais aussi avec des épisodes plus particuliers qui contraignent là vraiment les populations à se déplacer. Le typhon Haiyan aux Philippines, phénomène violent et très destructeur. Alors en fait, ces phénomènes, un même pays peut souffrir de phénomènes, disons, opposés, si on peut dire ça. L'Inde en 2012 a souffert de grandes inondations dans la région de l'Est, avec des très fortes pluies saisonnières liées à la mousson. Et l'année d'après, mais dans l'ouest du pays, il y a une sécheresse historique avec le bétail qui est mort et les gens qui étaient menacés de famine. Vous voyez tous les gens qui sont autour d'un puits pour aller chercher de l'eau. Donc en fait, ces phénomènes se produisent simultanément et donc on voit bien la pression environnementale que peuvent subir des pays dans lesquels la population augmente encore de manière extrêmement rapide. Alors, les menaces de demain, elles sont en particulier liées à la montée des eaux, au niveau de montée des eaux, et ça, ce sont des éléments en discussion. Suivant les scénarios qui sont retenus, les scénarios du GIEC, donc avec un scénario de stricte atténuation, c'est-à-dire que la situation reviendrait, on baisserait beaucoup la pression en termes d'émissions exercées sur la planète dans un cas, ou au contraire émissions de gaz à effet de serre très très élevées. Donc ça, ce sont les deux scénarios les plus contrastés, ce qui s'appelle chez eux RCP 2.6 et RCP 8.5. Donc, qui sont en fait des scénarios de concentration en gaz à effet de serre. Et suivant ces scénarios, on va avoir des niveaux de montée des eaux différents. Mais déjà, on a des élévations de la température qui sont très très différenciées selon ces scénarios. Donc cette figure montre que finalement, entre 1900 et 2000, la température a varié, s'est certes élevée, mais à un rythme modéré, en tout cas modéré au regard de ce qui est attendu par la suite, selon les scénarios. Donc scénario bleu, la courbe en bleu qui est l'atténuation, et scénario rouge qui est le maintien, la poursuite des tendances actuelles, avec une forte émission de gaz à effet de serre.
Et suivant ces scénarios, on a des niveaux de montée des eaux qui sont évidemment différents. Vous voyez la courbe rouge du haut, enfin les donc avec l'écart type autour de la montée des eaux qui peut aller jusqu'à 1 mètre de montée des eaux à l'horizon 2100. Sachant que en fait, ces niveaux de montée des eaux varient beaucoup selon les endroits sur la Terre, c'est pas le même niveau. Quand l'eau monte d'1 mètre, elle ne monte pas d'1 mètre partout, et suivant les régions, il peut y avoir des variations très fortes. Et en fait, on est en situation où il y a des points chauds, en fait, des lieux sur la planète qui sont particulièrement vulnérables. Les Maldives en sont un exemple parfait, si je peux dire. Donc les Maldives, au sud-ouest de l'Inde, 80% des îles sont en dessous du niveau de la mer, sont à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc si la mer s'élève d'1 mètre, 80% de l'île déjà est sous l'eau. Et en 1987, les Maldives ont connu des vagues inhabituellement hautes qui ont créé d'importants dommages. Les 2/3 de l'ensemble des Maldives furent inondés, y compris la capitale Malé pendant 2 jours. Et comme l'aéroport est le seul lien des Maldives avec l'extérieur, l'aéroport est inondé, il n'y a pas eu de secours pendant plusieurs jours. Donc là, on retrouve la situation dont j'ai parlé tout à l'heure, Vanuatu, etc., des îles qui sont particulièrement vulnérables, et avec déjà des départs de population, et au passage des départs de population qui peuvent poser des problèmes dans les pays d'accueil, parce que les gens d'Océanie, ceux qui partent notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas forcément bienvenus. Les gens de la Corne de l'Afrique qui partent, ils vont au Kenya par exemple, mais ils ne sont pas forcément bienvenus. Les problèmes de terre au Kenya sont des problèmes extrêmement... déjà qui suscitent des conflits entre Kenyans, entre populations kenyanes. Donc quand des gens viennent d'Éthiopie pour s'installer au Kenya, ils ne sont pas très bien vus. Donc il y a toutes ces questions sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, mais qui est aussi une question très importante dans les migrations. Quand il y a des migrations environnementales, c'est que où vont les gens? Ils peuvent rester à l'intérieur du même pays, ils peuvent rentrer dans le cadre d'un programme, mais quand ils vont dans un autre pays, ils ne sont pas forcément bienvenus dans cet autre pays. Alors, oui, celle-là, elle n'est pas tout à fait à la bonne place, mais c'est juste pour vous montrer la dimension démographique de la vulnérabilité. Ça, c'est un endroit en Inde, en dessous de Calcutta, un district sur lequel je travaille qui a été traversé par un cyclone très meurtrier en 1999. Et donc là, vous voyez la croissance de la population de 400 000 sur le district lui-même, de 400 000 à 1 million entre 1901 et 1991. Et avec des taux de croissance, là à gauche sont les taux de croissance de l'Inde, de l'État dans lequel est situé ce district et du district lui-même. Donc des taux de croissance qui dépassent 2% par an pendant plus de 20 ans. Et sachant que 2% par an, ça veut dire qu'une population double en 35 ans. Donc on voit bien que cette pression environnementale, elle est en partie liée au changement climatique, mais elle s'intensifie beaucoup du fait de la présence de la population sur place. Une autre situation de point chaud, ce sont les villes. Si on considère les agglomérations urbaines de plus de 300 000 habitants, il y en a à l'échelle mondiale à peu près 1700. Elles représentent au total une population de plus de 2 milliards d'habitants. Et les villes exposées à un risque élevé, elles sont au nombre de 944, et elles représentent une population de à peu près 1,4 milliard d'habitants. Pourquoi? Parce que la répartition des villes sur la planète est une répartition très largement sur les côtes, avec donc un risque très important en cas d'élévation du niveau de la mer ou de cyclone, comme on le voit, on l'a vu récemment avec les épisodes aux Caraïbes et
en Floride, au Texas. Et donc cette carte est quand même montre l'ampleur du problème, alors qui est complètement différent parce que là ce sont des grandes villes, ce sont des villes de plus de 300 000 habitants. Et vous voyez que là le problème de faire face à s'il y a vraiment montée des eaux majeures, que le problème est très largement partagé. Et une illustration, c'était l'ouragan Sandy à New York en 2012, où il n'y a pas eu de personnes décédées, mais par contre, il y a eu des dégâts matériels très très importants. Le métro a été inondé, même une partie de la partie sud de la ville de Manhattan a été inondée. Et près de New York, il y a eu beaucoup de dégâts d'incendies, de court-circuits, d'incendies. Donc ces phénomènes ne touchent pas uniquement les pays en développement, mais touchent l'ensemble, enfin, est un problème maintenant pour l'ensemble des grandes agglomérations de la planète. Alors, en fait, il faut se dire qu'il faut vivre avec le risque. Alors, on vit avec le risque quand on oublie. C'était le cas avec la tempête Xynthia en 2010. Et finalement, on a perdu la conscience du danger. Un historien qui avait été convoqué, qui était intervenu au procès qui a été fait après, avec le procès fait au maire de la Faute-sur-Mer, donc rappelait qu'autrefois, on était très conscient de ce danger maritime dans la région, et en particulier la Faute-sur-Mer, et que la mer était crainte, et que quand on bâtissait, on veillait à bâtir en hauteur. Et en fait, ce danger fut totalement oublié, et puis vint le moment de la promotion immobilière, du fait que c'est bien d'habiter au bord des côtes, donc les gens se sont installés là pour leur retraite, sans avoir la moindre conscience du danger. Donc là, un risque qui était connu, a été complètement oublié. Le risque peut aussi être sous-estimé. C'est ce qui s'est passé avec le cyclone dont j'ai évoqué tout à l'heure de 1999 en Inde du Nord-Est. Alors c'est particulièrement intéressant parce que c'est une région, donc c'est la baie du Bengale, en dessous de Calcutta, une région où il y a eu énormément, il y a toujours d'ailleurs énormément de cyclones, donc les gens sont très habitués aux cyclones. Et en 1999, il y a eu un cyclone qui a été annoncé en début octobre. Et donc les populations se sont un peu mobilisées, et sachant qu'à ce moment-là, les systèmes de communication n'étaient quand même pas très développés, que c'est une région très rurale, dans un village où j'avais interrogé des gens, il y avait 2 téléphones. Il y avait le prêtre qui avait un téléphone, et puis l'école, non, la poste. Donc pour prévenir en cas de catastrophe. Et donc une catastrophe a été annoncée, un cyclone début du mois d'octobre, puis finalement il est passé et il n'a pas provoqué beaucoup de dégâts. Et un autre cyclone est arrivé 3 semaines plus tard. Donc il y a eu une information du gouvernement, mais sachant, comme je disais, qu'il y a peu de moyens de communication. Et puis, comme la première annonce avait été un peu pour rien, les gens se sont dit non, c'est pas grave, on va faire une spéciale. En plus, c'était une très belle journée, donc ça ne donnait pas l'idée qu'il y allait avoir un cyclone. Et le résultat, c'est qu'il y a eu 10 000 morts dans ce cyclone, sur une région relativement restreinte. Donc ça a été un choc absolu pour la région, évidemment, mais aussi pour le pays. Donc à partir de là, il y a eu une politique sur laquelle j'en reviendrai. Et puis il y a le risque accepté. Les pêcheurs de Banda Aceh, après le tsunami d'Indonésie, ils n'acceptent pas. Le gouvernement a voulu définir une zone de protection le long de la côte, à Banda Aceh, d'1 kilomètre, ça veut dire qu'on n'habite pas à moins d'1 kilomètre de la côte. Et en fait, les pêcheurs n'acceptent pas cette contrainte, parce que pour eux, ils estiment qu'ils vivent de la mer et que leur travail est là. Et donc ça, c'est un risque qui est accepté, c'est pas parce que les gens n'en sont pas conscients, mais
dans l'ordre de leur priorité, et compte tenu des contraintes de contraintes économiques qu'ils ont, ils préfèrent accepter ce risque. Un exemple encore de ce risque, de vivre avec le risque, c'est un exemple de villages, aussi c'est un peu dans la même région, là en dessous de Calcutta. Ce sont des villages, j'avais vu 8 villages qui étaient au bord de la côte, et la côte absorbe régulièrement les villages. Et là, vous voyez sur l'image d'en bas, vous avez une maison, là. Vous avez une maison, là, avec les gens. Bon, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a des gens, et là, c'est la maison qui est là, juste derrière. Et les gens ne partent pas, ils vivent là. Et là, vous avez tout le village qui est juste derrière la colline. Ça, c'est une colline ici. Et donc, un village qui est extrêmement, en situation de grande vulnérabilité. Donc, les gens sont... Les gens sont, d'une certaine façon, coupés du monde. Il n'y a pas d'électricité, ils ont tous des capteurs solaires, ils ont des capteurs solaires et des téléphones. Et pour arriver là, il faut y aller en moto, il n'y a pas de route, mais les gens ne s'en vont pas. Donc par rapport au discours sur 1 milliard de gens qui vont se déplacer, je pense que ça ne correspond pas du tout à la réalité, parce que les gens ne s'en vont pas aussi facilement qu'on le dit. Alors, en fait, il est important de distinguer les déplacements des migrations. Si on considère par exemple l'ouragan de la Nouvelle-Orléans de 2005, qui était très meurtrier, en fait les autorités de la Nouvelle-Orléans ont fait évacuer des centaines de milliers d'habitants. Donc vous voyez là sur cette photo toutes ces voitures qui sont immenses embouteillages, mais la partie la plus pauvre de la population est restée sur place. Et voilà ce qu'elle a vécu, la population qui est restée sur place, donc l'inondation de toute une partie de la ville. Alors, on peut avoir une idée de justement ces déplacements de population indirects. Ça, c'est une carte qui est intéressante puisqu'elle localise les gens qui sont partis de la Nouvelle-Orléans en fonction de l'endroit à partir duquel ils ont fait une demande d'assistance. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils étaient à San Francisco, ils ont fait leur demande à San Francisco. Donc, des gens qui étaient à la Nouvelle-Orléans qui se sont retrouvés à San Francisco ou à Los Angeles ou à New York, etc. Et donc c'est une carte qui donne une distribution des déplacements de population à la suite de l'ouragan de la Nouvelle-Orléans. Donc on voit bien qu'il y a une concentration locale dans la région, évidemment, mais il y a quand même des gens qui sont allés très loin. Alors derrière, il y a des réseaux familiaux, il y a des choses évidemment qui expliquent cette dispersion, mais c'est une bonne illustration de la réaction, de la réponse des populations via la mobilité à cet événement catastrophique. Alors, en fait, quand on regarde de plus près l'expérience de la Nouvelle-Orléans, on se rend compte que ça a été très discriminant en fonction des populations, entre blancs et noirs. Donc là, ça, ce sont des images de la télévision. En bas, ce seront les blancs qui sont partis en voiture, et puis en haut, à droite, ce sont les noirs qui sont restés sur place, et qui sont allés se réfugier dans un stade dans lequel ils sont restés pendant 4-5 jours, où il y a une chaleur torride, sans eau, sans rien. Donc, en fait, il y a eu un même phénomène a touché de manière très différentielle deux populations, les blancs qui sont plus souvent partis que les noirs, et sur place, les noirs ont été plus touchés que les blancs, évidemment, c'est eux qui ont été les plus touchés par la catastrophe. Et puis quand on regarde le retour, les blancs sont plus souvent revenus que les noirs, et donc là il y a un effet richesse et un effet zone d'exposition, puisque les gens ont été indemnisés après la catastrophe de la Nouvelle-Orléans en fonction de la valeur de leurs biens. Donc les gens qui étaient riches ont touché pas mal d'argent parce que leur maison valait quelque chose. Les gens qui étaient pauvres, leur maison valait plus rien, donc ils n'ont rien touché, donc ils n'ont pas pu revenir.
Et donc un même phénomène peut toucher différentiellement des populations. Et ça, je crois que c'est bon, c'est un cas un peu limite, parce qu'évidemment la situation américaine est aussi assez particulière, mais enfin c'est quand même, quand on analyse la mobilité, c'est quand même un cas intéressant. Alors, là je reviens en Inde, je vous ai dit donc en 1999 il y avait un cyclone majeur, et à partir de ce moment-là, les autorités du pays ont construit des abris, comme celui-ci, qui sont des multi-purpose cyclone shelters, donc des abris qui peuvent servir à différentes choses, mais qui sont avant tout des abris anti-cyclones. Et donc quand un cyclone est annoncé, les gens se réfugient dans ces abris, donc ils ont construit des abris comme ça dans chaque village, où il y a des écoles, où il y a ces abris, dans chaque village, et les gens doivent s'y rendre. Ce sont des évacuations massives et les gens sont obligés de s'y rendre, sauf s'ils ont une maison en ciment, sauf s'ils peuvent montrer que leur maison peut tenir le coup en cas de cyclone. Et donc, quand il y a eu le cyclone Féline en 2013, et puis on a eu un autre doute en 2014, il y a eu des évacuations massives, mais il n'y a eu pratiquement aucune personne qui a été tuée. Et donc là, on voit bien l'effet de leçons tirées du cyclone de 99, qui ont été d'une part cette construction des abris un peu partout, donc, et puis d'autre part la sensibilisation des personnes au danger de ces cyclones. Alors, quand on parle aussi de mobilité, on laisse entendre que les gens ont toujours envie de partir. Quand on parle de migration, de manière générale, on donne l'idée, on soutient l'idée que les gens partent de gaieté du cœur. Alors, ça peut être dans le cas quelquefois, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, c'est après le tsunami au Japon, 2011, les gens, beaucoup de gens sont restés en fait sur place. Alors, ils ne sont pas restés d'abord. Il y en a qui n'ont pas voulu partir à côté de Fukushima, de la centrale de Fukushima. D'autant plus qu'au départ, on leur a dit la zone dangereuse, c'est juste 2 km autour, puis après on leur a dit c'est 4 km, 10 km, etc. Donc ils avaient une information qui évolue au cours du temps. Mais même avec cette information, tout le monde ne voulait pas partir. Et là, c'est une région donc, qui a été touchée par le tsunami, pas par la catastrophe nucléaire, mais par le tsunami lui-même, mais très très violemment. Le village a disparu complètement, ce village de Takata. Et une des personnes dit pour moi, aller ailleurs n'est pas une option, ma famille a vécu ici depuis des générations. Donc j'accepte le risque et alors on fait des travaux immenses pour faire reconstruire une ville sur cet endroit. Alors, faire face au risque, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire et qui est. Et faire face au risque, c'est quelque chose que les Pays-Bas font depuis déjà longtemps. En 1953, il y avait une terrible inondation aux Pays-Bas, qui n'est pas uniquement aux Pays-Bas, qui avait touché l'Angleterre, la mer du Nord, etc., mais qui avait été très très violente. Et depuis, les Pays-Bas sont très sensibilisés évidemment aux questions d'inondation. Ça, c'est une carte montrant la partie des Pays-Bas qui serait immergée si le niveau de l'eau montait simplement de 1 mètre. Donc on voit qu'à peu près la moitié du pays serait sous l'eau avec une montée de 1 mètre. Donc tout ça a sensibilisé le pays à cette question de la protection face en particulier aux inondations. Et les Pays-Bas ont développé tout un programme très impressionnant, en fait, visant à faire des expériences et des tests pour faire face au risque d'inondation et au risque de montée des villes. Donc là, la carte là, chaque point correspond à un programme particulier pour faire face aux questions d'inondation, de qualité de l'eau, etc. Et sur l'image là, c'est ce qu'ils appellent un moteur de sable, c'est-à-dire qu'ils mettent du sable, ils viennent déposer du sable à un endroit sur la côte, et en attendant après que les courants répartissent le sable
le long de la côte pour la protéger le plus possible. Donc il y a tout un tas de mesures qui sont prises, des mesures qui consistent à geler des endroits pour que l'eau des rivières puisse s'écouler librement, bon, parce on sait bien qu'il y a une partie des inondations qui est liée au fait qu'on a endigué beaucoup de rivières et que donc on a accru leur potentiel d'inondation plus loin. On a protégé certains endroits, mais on a accru les risques plus loin. Et donc ce programme est extrêmement intéressant et ce programme sert est appliqué notamment à Jakarta, puisque Jakarta est une ville qui est très exposée au niveau de l'eau, avec une densité de population extrême, et en plus la ville s'enfonce, a tendance à s'enfoncer, parce que les sols se tassent, et donc ils sont en train de construire une digue à Jakarta. Donc là, il y a des enjeux, disons, pour faire face aux risques qui sont considérables. Alors, une des façons de faire face aux risques, c'est de surélever l'habitat. Ça, ce sont deux exemples. L'un en Inde, c'est assez artisanal, les gens ont fait une butte de terre devant leur maison. Et puis en bas, c'est au Japon, après le tsunami. Alors là, c'est des travaux gigantesques qui sont faits. Vous voyez, le changement du niveau du sol. Donc le niveau, il était au niveau des camions, et à l'arrivée, c'est au niveau des grues, de la partie jaune, en haut. Et donc il casse une partie de la montagne pour surélever la côte. Et ce sont des travaux absolument gigantesques qui sont faits. Donc avec l'idée, bien qu'on ne va pas partir, on ne va pas aller ailleurs, on va rester sur place, mais on va se protéger. Donc il y a aussi des programmes où on va mettre... par rapport au niveau de la mer, s'il y a une pente, on va mettre d'abord des prairies ou des herbages, ensuite on va mettre les animaux, ensuite on va mettre des arbres, et ensuite on va mettre les maisons dans le sens de la pente pour faire face au risque. Donc il y a des situations qui sont, il y a des moyens de faire face, en tout cas que les populations font, dit plus ou moins artisanales et plus ou moins industrielles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces questions? Une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale des migrations prend l'exemple du Bangladesh pour dire finalement il faut dédramatiser la migration, il faut considérer la migration comme une stratégie d'adaptation au changement climatique. Parce que dans le delta du Bangladesh, donc, où les populations, une grande partie des populations vivent au niveau de la mer pratiquement, quand il y a une élévation d'eau, il y a des coins qui disparaissent, et par contre il y a accumulation d'alluvions dans d'autres parties. Et l'OIM dit, oui, les gens, il faut qu'ils se déplacent. Si c'est émergé la partie et qu'il y a une partie qui émerge un peu plus loin, il faut se déplacer. Et puis c'est une façon de faire face à la montée du niveau des eaux ou à des événements catastrophiques. Alors, ça paraît quand même un petit peu, ça me semble un petit peu facile par rapport à ces questions. Les gens, d'abord, il y a des phénomènes de risque, d'annonce, de temps pour réagir, etc. Et puis, la situation des gens, ils vont de toute façon d'une zone à risque à une autre zone à risque. En tout cas, ça ne semble pas être une solution qui pourrait être étendue à l'échelle de la planète. Et dans la réalité, au Bangladesh, une grande partie des gens qui partent, ils vont à Dakar, dans la capitale, ils vont vivre dans des bidonvilles à Dakar, et ils vont grossir leur des pauvres à Dakar. Donc, c'est difficile, je trouve, de considérer la mobilité comme une solution. On peut la considérer comme nécessaire dans certains cas et comme une façon de réagir dans l'urgence, mais je ne pense pas plus. Quand on parle de migration, on parle toujours de migration, mais normalement, migration de manière technique, c'est un déplacement de population d'une certaine durée. En général, on considère que c'est un déplacement d'au moins 1 an. Et donc, si je me déplace, si je vais habiter le bâtiment d'à côté de chez moi, c'est pas vraiment une migration, même si on peut considérer, je dirais que c'est plus un déplacement. Et surtout, par rapport à ces déplacements, c'est la question du retour.
les gens partent, et comme on le voit en particulier sur la Nouvelle-Orléans, les gens sont partis beaucoup, mais ils sont revenus. Et les gens les plus riches sont revenus, enfin ceux qui habitaient dans les quartiers protégés sont revenus très rapidement, et puis les autres ont mis plus de temps à revenir. Et puis derrière, évidemment, il y a la question de l'atténuation et de l'adaptation. Donc, par rapport au changement climatique, il y a une incertitude énorme sur l'ampleur des conséquences à venir, comme je vous l'ai montré, en termes d'élévation des températures et en termes d'élévation du niveau de l'eau. Donc ça, c'est une question majeure. Et puis ensuite, la question du lien entre l'ampleur du changement climatique et les phénomènes extrêmes que l'on peut connaître. Donc de sécheresse, de cyclones, d'inondations, etc. Et ce lien n'est pas si facile à certifier. Et puis, on a tendance à mettre sur le compte de catastrophes naturelles des phénomènes qui ne sont qu'en partie naturels. Et je reviens au Dust Bowl dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, cette région des États-Unis, c'est une région de prairie, et très peu habitée. Et puis il y a des gens qui sont venus s'y installer, donc il y a eu des migrations. Et à ce moment-là, on a mécanisé l'agriculture, on a converti les prairies en champs céréaliers. Cette mécanisation a fragilisé les sols parce qu'on a labouré énormément les sols, avec des couches de terre qui étaient très réduites. La sécheresse est venue par-dessus et les tempêtes de vent, et on a eu le phénomène du Dust Bowl, et ce phénomène du Dust Bowl a entraîné l'immigration. Donc si on regarde ce qu'on peut appeler un système, l'ensemble de ces événements, en fait, sur un endroit où il n'y avait rien, il y a des gens qui sont venus s'installer, donc pression démographique, agriculture, changement agricole avec la mécanisation et avec des labours fréquents, donc fragilisation des sols, ensuite phénomène naturel que j'ai mis en vert, sécheresse et tempête de vent, ça c'est la seule partie vraiment naturelle de l'opération, qui a créé donc ce phénomène majeur du Dust Bowl et qui lui a entraîné l'immigration. Donc là aussi, au passage, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a des migrations qui peuvent être reliées. Il y a eu des migrations qui ont fait que la question s'est posée, et puis la réponse, d'une certaine manière, à ce phénomène, a été aussi des migrations. Et on voit des situations dans des pays, par exemple, qui subissent des très fortes sécheresses, de migration antérieure qui permettent aux gens de rester. Donc des liens entre des situations de mobilité. Je m'explique. En Thaïlande, par exemple, des gens qui sont dans une région rurale voient un migrant, ont un membre de leur famille qui part travailler à Bangkok ou ailleurs, et donc qui va leur donner des transferts de fonds, qui va leur envoyer par voie. Et s'il y a une situation de sécheresse momentanée et violente, la personne, le migrant qui est à l'extérieur, va leur envoyer des fonds ou des vivres, des choses qui leur permettent de rester sur place. Donc là, on a un lien entre une migration précédente et la non-migration. C'est-à-dire, les gens peuvent rester s'il y a une migration auparavant. Et on observe ça dans différents pays d'Afrique aussi. Donc vous voyez aussi que les phénomènes peuvent être liés entre eux. Et en fait, d'une certaine façon, c'est aussi intéressant de s'intéresser à la façon dont les gens restent, et disons au fait que des gens restent sur place, qu'au fait que des gens s'en aillent. Parce que l'idée qu'on a un changement environnemental plus ou moins violent qui entraîne immédiatement des migrations et de gens qui partent sans jamais revenir, ce qui était la définition des réfugiés environnementaux qui a été présentée en 1995, c'est une idée très mécanique, une vision très mécanique des sociétés. Les gens ne réagissent pas comme ça, ils ont des réseaux familiaux, d'abord, qui vont faire qu'ils vont aller à un endroit ou à un autre. Ils vont avoir un réseau familial qui va leur permettre de rester éventuellement en cas d'événement catastrophique. Et donc, si on tient compte de ces questions, il faut tenir compte des changements environnementaux, liés ou non au changement climatique,
mais aussi de toute la composition des familles, de la localisation des individus, et aussi des motivations des gens qui peuvent, comme je l'ai montré, ne pas avoir envie de partir. Et toujours dans l'idée de cette distinction entre catastrophes naturelles ou pas naturelles, donc je disais qu'on mettait sur le compte de catastrophes naturelles beaucoup de phénomènes qui n'étaient pas proprement naturels, et l'ouragan de Katrina a été meurtrier pour diverses raisons, mais donc la première raison, c'est que les gens n'ont pas été évacués, les populations pauvres n'ont pas été évacuées. Alors là, les alertes ont été complètement déficientes, les gens ne savaient même pas où, on leur a même pas dit d'aller dans les endroits un peu élevés d'Irien, on les a tous, comme je disais, invités à aller au stade où il n'y avait aucun équipement ni rien. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que le niveau de l'eau est monté sur le lac Pontchartrain, qui est dans la partie ici, au nord, enfin en haut, plus exactement. Et ce qui s'est... Toujours est-il que, je ne sais pas si vous le voyez là, c'est... Ici, il y a des endroits où il y a des petits signes là. En fait, ce sont tous les endroits où les digues se sont cassées. Et en fait, tous les décès qui ont eu lieu à la Nouvelle-Orléans, ça a été lié au fait que les digues se sont rompues. Et les habitations étaient en contrebas des digues. Donc, bien sûr, il y a eu le phénomène naturel de pression avec la montée du niveau de l'eau sur le lac Pontchartrain qui a exercé une très forte pression, mais ce sont les digues qui étaient anciennes, qui n'étaient pas du tout comme on les fait aujourd'hui avec des pentes, elles étaient juste des murs en fait, donc il y avait très peu de résistance, et donc une bonne partie de la catastrophe n'était pas naturelle au sens propre du terme. Et en fait, quand on regarde beaucoup de catastrophes dites naturelles, il y a le fait qu'il y avait des populations qui étaient là ou pas, mais il y a aussi le fait que... Alors, associé à ça, le fait qu'on avait asséché les marées autour, etc. Beaucoup d'autres phénomènes qui entrent aussi en ligne de compte. Phénomènes liés aux êtres humains. Et donc là, on voit bien que c'est un exemple pour montrer que ce n'est pas juste le changement climatique qui fait des catastrophes, etc. C'est aussi la façon dont on fait face à une catastrophe. Alors, est-ce que les catastrophes naturelles seront plus fréquentes ou pas? Là, il y a des accords, comme je disais, avec un recul d'une quarantaine d'années selon Météo France, il est impossible de distinguer l'impact du changement climatique de la variabilité naturelle du phénomène. C'est vrai que quand on regarde le climat passé, dans l'histoire du climat de Leroy Ladurie, par exemple, on voit qu'il y a eu des épisodes de changement climatique à l'échelle locale qui peuvent avoir été très importants, qui ont créé des problèmes locaux très importants. Et est-ce que les catastrophes sont plus intenses? Selon un membre du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, les cyclones d'une intensité plus grande sont l'une des conséquences attendues du changement climatique, mais pour ce qui est de la fréquence, personne ne se prononce vraiment. Et en fait, l'ampleur des changements, on va le dire, n'est pas à sous-estimer. Donc la question n'est pas de dire qu'il n'y a pas des risques majeurs à l'échelle de la planète liés au changement climatique. Ça constitue vraiment un défi pour les populations. Mais d'une part, la nature n'est pas seule à créer des vulnérabilités, comme je l'ai montré sur quelques exemples. D'autre part, la migration n'est pas la seule réponse possible. Donc il peut y avoir une réponse du type de celles qui sont développées aux Pays-Bas, amélioration des digues, des espaces pour permettre à l'eau de se répandre sans inonder les habitations, etc. Et puis les déplacements peuvent être relativement locaux, c'est-à-dire que sur une zone, quelquefois à 300 mètres, il y a une hauteur, et la hauteur permet de se protéger. Dans le cas du tsunami japonais, les gens qui vivaient un peu sur la hauteur ont été protégés. C'est ceux qui étaient vraiment au niveau de la mer qui ont été, enfin les villages ont été disparus complètement. Donc il me semble qu'une explosion des migrations internationales n'est pas une fatalité. Je pense qu'il y a des facteurs de tension, et on le voit bien quand on regarde la carte de l'urbanisation des grandes villes à l'échelle de la planète.
Mais il y a aussi des moyens de faire face à ces événements, d'autant plus des moyens qu'il y a des systèmes de communication aujourd'hui qui permettent d'alerter les populations suffisamment à l'avance. Alors après, il faut qu'elles sachent ce qu'il faut faire. C'est vrai que les expériences passées dans les comme à Banda Aceh, maintenant à l'école, on apprend aux enfants, on leur dit ce qu'il faut faire en cas de tsunami. Donc il y a tout un apprentissage qui doit se faire. Et donc en tout cas, je ne pense pas du tout qu'on soit dans une situation d'explosion du jeu qui conduirait à ce qu'il y ait 1 milliard de gens qui vivent hors de leur lieu d'origine. Peut-être qu'ils se déplacent très localement, mais en tout cas pas vraiment très très loin de l'endroit où ils sont nés, où ils ont vécu. Voilà, je vais m'arrêter ici pour laisser un peu de temps pour les échanges. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une idée de l'intérêt qu'ont les politiques à faire ces attentions catastrophiques exagérées, comportant des inexactitudes, des approximations de l'évolution? Il y a une forme de mode, si je peux dire, sur les questions environnementales. Dans les années 70, on s'intéressait aux ressources, à la limitation des ressources. Et puis après, on a considéré que c'était des modèles de consommation et de production qui étaient vraiment ce qui devait être réalisé, qu'on produisait trop de déchets, qu'on consommait trop les ressources. Et puis aujourd'hui, on a des changements globaux, changements climatiques. Et tout se passe un peu derrière le changement climatique. Et alors après, il y a quand même des effets, disons, internationaux de la communauté internationale qui prend un sujet. Les institutions de recherche financent des travaux sur un sujet, disons après, je ne dis pas que tout se ramène à ça, mais ça intervient dedans. Si vous arrivez aujourd'hui avec un projet sur les modèles de consommation ou sur l'imitation des ressources à l'échelle de la planète, ça n'intéresse personne. Donc après, il y a un intérêt, je pense que dans les cercles internationaux, il y a un peu après la tendance à y croire d'autant plus qu'on est avec des gens qui ont les mêmes préoccupations et je ne sous-estime pas du tout le sujet, je ne veux pas dire que ça n'est pas un sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on ignore d'autres questions qui sont largement aussi importantes. Aujourd'hui, les migrations environnementales, ce n'est pas le sujet majeur d'aujourd'hui. Ça sera peut-être demain, mais de toute façon, je pense qu'effectivement, il y a des moyens d'y faire face. Et ça, on ne s'y intéresse pas forcément plus que ça. Bon, les Pays-Bas, eux, ils s'y intéressent parce que c'est vraiment leur truc, mais on pourrait s'y intéresser plus dans notre pays. Les États-Unis, par exemple, ne prennent pas à la mesure du phénomène avec des énormes villes au bord des côtes. Mais, donc, je ne dirais pas qu'il y a un intérêt disons caché, ça, je ne pense pas, mais il y a, c'est dans l'agenda international, donc c'est le sujet qui, ça a été comme ça pour le sida, sur la santé. Le paludisme a disparu complètement derrière le sida pendant longtemps. Et ça veut dire que ce n'était pas un sujet. Mais c'est comme ça, on a l'impression que la communauté internationale ne peut pas s'intéresser à plusieurs sujets en même temps. Donc il y en a un qui efface les autres. Oui, pardon. Je vous le donne. Je rajoute un peu à la question. Vous parlez effectivement d'être intéressé avant à la consommation, aux ressources, etc. Et je pense que le fait de ne pas avoir diminué, de ne pas avoir agi là-dessus, ça accentue peut-être les phénomènes qui se passent actuellement. Et moi, la question que j'ai vue qui m'intrigue énormément, c'est jusqu'à maintenant, on disait que l'aggravation était à peu près linéaire, alors qu'elle devient exponentielle, avec des problèmes de réchauffement des océans qui vont pouvoir renvoyer la chaleur, avec le problème du CO2, le problème de banquise et des pouvoirs d'albédo.
Et donc, tous ces événements risquent d'avoir des effets de changement climatique plus importants. Et à ce moment-là, va se poser le problème de la vitesse de la montée des eaux, des changements de cyclones, de force de cyclone, etc. C'est-à-dire que tout ce que vous avez proposé, qui est très intéressant et qui prouve qu'effectivement, il y a plein de solutions qui seraient possibles actuellement si on s'en occupait, mais qu'avec l'aggravation, si la nature n'arrive plus à absorber notre folie, vont poser des problèmes d'adaptation de l'humain pour la migration ou le déplacement simple. Et je rajoute une question, mais qui est en dehors, c'est le nucléaire. Oui, je ne sais pas trop. Le problème de la vitesse. Oui, non, je comprends bien, mais je ne sais pas trop comment réagir. Je suis d'accord avec vous sur le. D'abord, les modèles de consommation et de production sont en cause très largement dans ces scénarios-là. Donc, là aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire vraiment en dehors du fait que. Parce que c'est quand même des questions qui étaient évoquées par le rapport Dose en 72. À partir de ce moment-là, on a fait des projections, on a dit c'est pas tenable, etc. Moi, je me souviens dans les négociations internationales. Sur les questions de population, mais quand on abordait les questions environnementales, donc avant la conférence du Caire qui avait lieu en 1994, il y avait l'idée de concilier stabilisation de la population, parce que normalement c'était ça l'idée, une certaine croissance économique et le développement durable. Et la Chine, à ce moment-là, donc c'était dans les années, disons au début des années 90, la Chine avait dit, le développement durable, ça c'est un truc de riche, nous, on va faire de la croissance économique soutenue, et puis quand on sera arrivé à votre niveau, on fera du développement durable. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils sont un peu rattrapés par, d'une certaine façon, sur le plan environnemental, par cette question. Mais donc, il y avait un pays comme la Chine qui représente quand même un sixième de la planète. Quand il veut faire de la consommation, de la production et consommation à tout prix, ça a une incidence mondiale. Donc, que les changements puissent être plus rapides, ça, oui, certainement. Après, on est toujours pris entre l'optimisme et le pessimisme sur les questions comme ça. Mais disons que je pense que, peut-être pour résumer un peu, je ne cherche pas à rassurer en tant que tel, mais je pense qu'il faut prendre la mesure du phénomène, parce que finalement, sinon on fantasme, mais on ne fait rien de plus. C'est pas pour autant qu'on va faire quelque chose. C'est comme les migrations internationales, qui est des questions, là, on le voit avec la crise migratoire, qui est des questions momentanées, intenses, mais ça ne représente pas les migrations de la planète. Les migrations de la planète, elles se font très largement des pays du Sud aux pays du Sud, et on n'en voit pas la couleur. On voit les migrations qui vont vers chez nous, et qu'on voit avec beaucoup d'intensité, mais il y a plein d'autres mouvements. Et donc, moi je milite pour le fait qu'on ait quand même une vision assez globale de la question. Oui, et qu'il y ait d'autres possibilités, justement. Oui, et qu'on ne soit pas centré que sur quelque chose qui finalement ne conduit pas forcément à l'action. Si ça conduisait à l'action, mais ça ne conduit pas à l'action nécessairement. Oui, merci pour la conférence. Mais justement, d'évoquer quel est le regard du démocrate sur l'immigration subsaharienne, subsaharienne au sens large, parce qu'on voit qu'il y a aussi la Syrie, l'Irak, et pourquoi est-ce qu'ils migrent ces gens ils sont à l'intérieur. Alors à l'intérieur, y compris jusque chez nous, enfin chez nous en Europe. Il y a pas mal de choses. Il y a justement les réseaux familiaux qui font que les gens ont des membres de leur famille dans d'autres pays, et ça a un pouvoir d'attraction très fort. Quand on regarde les cartes des villages, par exemple, d'où viennent les gens, ils viennent en général du même village. Donc, il y a un effet, il y a des effets très locaux derrière les mouvements. Les migrations intra-africaines, il y en a qui sont liées à tout ce qui est corne de l'Afrique, ça a été lié à la sécheresse. Après, il y a les sécheresses en Afrique aussi sahélienne, dans la région sahélienne, beaucoup. Avec des interactions avec les situations politiques qui
qui peuvent être difficiles. Hein. Les gens du Burkina Faso, ils sont allés en Côte d'Ivoire, après ils ont été rejetés, donc ils sont venus au Burkina et ils avaient du mal à retrouver des terres, parce que les terres avaient été occupées par d'autres. Il faut voir ça quand même sur une pression démographique qui est non négligeable. Alors, là aussi, ce n'est pas un effet mécanique. Si on dit croissance de la population égale urbanisation, enfin entraîne l'urbanisation ou entraîne l'immigration, c'est pas vraiment vrai. Mais c'est quand même des éléments qui sont en ligne de compte. Alors après, par rapport à l'ensemble des migrations, il y a aussi des besoins. Les pays développés, ils sont théoriquement contre l'immigration, mais ils aiment bien, à titre individuel, ils aiment bien avoir quelqu'un qui va dans les cuisines travailler. Donc après, il y a des phénomènes un peu, disons, micro derrière. Mais, et puis il y a des effets de modèle. Hein. D'abord, il y a toute l'histoire commune, disons, de la culture, etc., qui fait que les gens du Sénégal, du Mali, la France, pour eux, c'est une référence. Il y a les séries de la télévision qui a été un pouvoir d'influence. Il y a pas mal de facteurs qui... Mais par contre, ce qu'on voit sur l'immigration, c'est que avant l'immigration, c'était plutôt vers des pays qui avaient un lien. Si on regarde par exemple l'Espagne, elle a eu des migrants. L'Espagne était un pays d'émigration. Elle a eu ensuite des migrants d'Amérique latine, de Colombie, Équateur, etc. Et puis ils sont partis au moment de la crise. Et il y a maintenant une migration d'Ukraine, de Chine, de gens qui n'ont aucun rapport avec le pays, ni avec l'histoire du pays, ni rien. Donc après, il y a un phénomène de mondialisation qui... Et quand on regarde les parcours des migrants, juste pour finir, parcours des migrants, ils sont complètement erratiques. Les gens, ils viennent d'Amérique latine, par exemple, et ils vont en Australie, et puis ils se retrouvent en Europe. Et alors, ces migrations qu'on a vues il y a peut-être environ 200, on voit des familles de gens entières qui viennent. Pour l'histoire de 2 millions de migrants en Allemagne, on avait quand même jamais vu ça vers l'Europe. C'est quand même inédit, ces familles qui partent comme ça, sans savoir où elles vont vraiment, et qui constituent des files entières, et qui à un moment donné sont bloquées plus ou moins une frontière, et qui risquent gros. Il y a beaucoup de morts là-dedans, enfin, c'est très difficile pour eux. C'est quand même étonnant. Hein. Quel est leur moteur à migrer? La misère? C'est pas vraiment la misère, c'est pas les plus. C'est ceux qui sont au-dessus qui migrent. C'est jamais les plus pauvres qui migrent de manière générale. C'est ceux qui sont au-dessus qui ont déjà accès à quelque chose, qui se font manipuler aussi. Enfin, on leur fait croire aussi des choses merveilleuses. Moi, j'ai travaillé sur l'immigration indienne du Punjab. Donc, les gens ils vont dans la Golfe Persique, ils vont aux États-Unis, Canada, etc. Mais s'ils sont en situation d'échec, ils ont du mal à revenir, parce qu'en fait, on leur fait croire plein de choses merveilleuses aussi. Enfin, ils ont envie d'y croire aussi. Mais ils voient la télévision, ils se disent c'est merveilleux, et puis quand ils arrivent, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a pas mal de facteurs quand même qui rentrent en ligne de compte. Et autant individuels que des médias, de ceux qu'on connaît, etc., de ce qu'on entend dire par d'autres. Et d'ailleurs, pour finir un point, c'est assez paradoxal, parce que moi je faisais sur l'immigration du Pendjab, il y avait un riche propriétaire du Pendjab, il était allé en Allemagne, il avait travaillé dans une pizza, donc c'était, je ne sais pas si vous les voyez, les Sikhs, c'est des gens très, très forts, très costauds. Et donc quand il était là-bas, il était quasiment le chef du village, avec une belle propriété. Il était travaillé dans une pizza en Allemagne, il était revenu parce qu'il avait un problème de jambes, il ne pouvait pas continuer à travailler. Et bien, on lui demandait est-ce que vous repartirez, et puis non, je ne repartirai pas, mais il a dit actuellement ses enfants partent en migration. Alors comme on se disait, cette situation là-bas est mieux que ce qu'il peut espérer avoir. Donc c'est vraiment difficile de dire, de répondre bien à la question. Oui. Oui, ma question c'est est-ce qu'il y a des effets de génération? C'est-à-dire, est-ce que c'est des familles entières, 3-4 générations qui migrent? Ou est-ce que c'est les plus jeunes? Ou est-ce qu'il
l'échelle de la planète. Vous avez une migration dans les pays du Golfe. C'est une migration qui est largement masculine et des gens qui partent de l'horizon qui revenaient chez eux. Vous avez des migrations vers les États-Unis, Australie, etc., qui sont de niveau d'éducation plus élevé. Vous avez les migrations des Philippines, c'est plutôt des femmes, mais très féminisées par rapport à d'autres migrations. En Afrique, c'est plutôt des gens qui vont. Alors, il y a des migrants internationaux, mais il y a pas mal d'exodes rurales, de gens qui vont en ville, qui étaient au départ des garçons, et maintenant plus les filles. Alors, les filles sont en situation un peu particulière, mais disons clairement, il y a une migration féminine qui est devenue de plus en plus importante, alors qu'avant, la migration était très masculine. Et c'est quand même plutôt les jeunes qui migrent. Bon, je ne parle pas du regroupement familial, mais quand il y a eu les situations de regroupement familial comme en France, c'est différent, parce que c'est un travailleur qui était dans sa famille, donc il fait à sa femme, ses enfants. C'est l'effet de génération à l'envers, si on peut dire. Mais disons, dans une situation, si on prend du point de vue de l'individu, c'est quand même plutôt des jeunes qui vont partir, et on le voit dans les migrants actuels, c'est quand même beaucoup des jeunes. Oui, une question que je vais vous poser. Un des chiffres, un des nombres que l'on ressort assez souvent maintenant, c'est-à-dire l'Afrique, à la fin du siècle, ça sera 10 milliards. Bon, comment est-ce que vous voyez ce problème-là en termes de migration à long terme? Le problème des migrations, c'est que le potentiel migratoire des pays émetteurs, enfin possiblement émetteurs, n'a rien à voir avec le potentiel de réception de l'Europe. L'Inde, par exemple, produit 20 millions de naissances par an, 20 millions de personnes nouvelles par an. En 3 ans, c'est la population de la France. Donc, quand on parle de rééquilibrer le marché du travail par des migrations, ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher si on fait une régulation très stricte de la migration du point de vue du pays d'accueil. Mais si on laisse partir, enfin, si tous ceux qui sont en âge de travailler partent, l'Europe, elle ne tient pas le choc, c'est clair. Alors après, est-ce que la question de l'Afrique, c'est vraiment une question très difficile? Je pense qu'il y a des enjeux environnementaux considérables. Il y a une croissance de la population qui se poursuit avec des tailles de famille très élevées dans certains pays, encore de 6 enfants par femme. Donc un potentiel de croissance énorme. Une situation qui est difficile à gérer. Les États développés, enfin les pays les plus riches, sont sensibles à la question, mais c'est extrêmement délicat de dire aux autres pays, il y a moins d'enfants, etc. Donc il y a des programmes, la France en particulier, il y a des programmes disons, pour toucher à la limitation des naissances en Afrique, mais en marchant sur des œufs, parce que c'est quand même délicat d'aller dire aux gens, il y a moins d'enfants. Et donc, il y a des programmes de santé maternelle, etc., pour sensibiliser les femmes à la santé des enfants et à leur santé. Mais, donc, c'est une question très délicate. Alors, sur le potentiel migratoire de l'Afrique, oui, il peut être considérable. Si c'est à destination de l'Europe, il peut être considérable. Après, je n'ai pas trop d'idées sur ce qui peut se passer par rapport à ces déplacements. Les pays qui ont connu des très fortes croissances de population, comme la Chine, n'ont pas eu des migrations considérables au regard de leur... Mais c'était des pays qui n'avaient pas les mêmes traditions, les mêmes liens. L'Afrique, il y a quand même des liens avec la France en particulier, et avec l'Angleterre aussi, qui font que la migration est plus présente. Mais de l'Inde, il y a eu des migrations d'Indiens, Pakistanais à Londres, mais ça n'a pas été massif au regard du pays émetteur. Ça peut être important pour le pays qui reçoit, mais au regard du pays émetteur, compte tenu du potentiel. Donc oui, enfin, c'est vraiment une grosse incertitude aujourd'hui l'Afrique. D'abord, est-ce qu'elle va rentrer dans une transition démographique? En plus, on voit des phénomènes qui sont bizarres, parce que l'Afrique du Nord, enfin, Maroc, Tunisie et Algérie, ont eu une baisse de la fécondité assez remarquable, tous les trois, à peu près similaire.
Et depuis quelque temps, ça a remonté. Et là aussi, c'est pas trop pourquoi. Donc, on avait l'impression que quand la fécondité baissait, c'était gagné. Finalement, c'est pas forcément si gagné que ça. Et l'Égypte aussi, il y a un peu ça. Alors bon, les pays sont... l'Égypte est déstructuré, donc ça n'arrange rien. C'est un pays qui a un potentiel migratoire, avec des questions de densité, tout ça extrême. Mais la désorganisation du pays fait que les gens n'ont plus forcément un avantage à aller vers des petites familles, etc. Parce que on sait bien que l'effet éducation est très important, la nature de l'éducation, c'est à peu près le seul, disons, il y a un niveau de vie, mais éducation, le couple, éducation, niveau de vie, c'est ça qui fait que les gens changent de comportement à l'égard de la fécondité. C'est quand ils vivent mieux et qu'ils se disent, des enfants, qu'ils aillent à l'école, qu'ils fassent mieux que moi, etc., qu'ils commencent à investir sur leurs enfants, à ce moment-là, ils réduisent le nombre des enfants. Mais donc, je ne peux pas répondre plus sur le cas de l'Afrique. Tout le monde se penche aujourd'hui sur le cas de l'Afrique, sachant que c'est tout ça est quand même, parce que la Chine quand même a une politique. L'Inde a mis en place une politique de limitation des naissances en début des années 50, 1950. Elle n'a jamais réussi à obtenir le résultat. Ils ont mis des objectifs, pris diverses mesures, et ils ont été régulièrement obligés de revoir les objectifs. La Chine, il y a eu la politique de l'enfant unique, il y avait déjà une politique un peu avant, mais disons la politique de l'enfant unique, elle a fait baisser la fécondité de manière très importante. Et ensuite, les Chinois se sont dit, on va avoir trop de personnes âgées pour avoir la population, donc ils ont relâché la politique pour se dire, on va taper trop fort. Et donc on voit bien aussi que la régulation des populations, c'est pas quelque chose de simple et en plus pas réversible. C'est-à-dire que les gens, on peut les empêcher d'avoir des enfants, enfin, en Chine on n'a plus parce que c'est un régime très coercitif, mais après si on leur dit maintenant vous pouvez en avoir, ils n'ont pas spécialement envie d'en avoir, maintenant ils sont partis dans le modèle de consommation, ils sont partis sur autre chose. Donc c'est pas... Pardon? Ils en sont où en Chine? En nombre d'enfants? Oui, c'est un peu moins de 2. Bien, je me reste à vous remercier pour cette conférence. Merci aussi.